Bonjour à tous et merci de rester fidèles à VOA Afrique. Merci surtout d'écouter Votre Santé, Votre Avenir, votre programme d'information et d'éducation sur les problèmes de santé. À ce micro, je suis Rosine Monezero et Mohamedou Mfa est avec moi pour la coprésentation. Bonjour Mohamedou. Bonjour Rosine, bonjour à tous. Dans cette nouvelle édition, nous parlons du choléra au moment où une flambée de cette maladie touche la province du Sankourou en République démocratique du Congo. L'épidémie sévit depuis le 24 juillet 2017 et nous comptons à ce jour, c'est-à-dire jusqu'à la 33e semaine épidémiologique, 208 cas, dont 30 décès dans la zone de santé de Luxembourg. Nous le verrons, au-delà de la province de Sankourou, le choléra est une maladie endémique dans plusieurs provinces de la RDC. Un expert nous expliquera pourquoi. On en a aujourd'hui 18 zones de santé qui sont au bord des lacs à la faveur de plusieurs facteurs comme les mouvements de population, la périodicité des saisons des pluies et toutes les activités de commerce. Ces cas diffusent à l'échelle du pays. Comment éviter la contamination et la propagation de cette maladie? Les réponses sont dans cette édition. Lavez les mains, lavez la nourriture qu'on achète, vous quittez les toilettes, vous finissez, vous lavez les mains. On peut utiliser les cendres du charbon pour neutraliser les microbes dans les toilettes. Mettre du javel dans les toilettes, c'est des choses simples pour éviter la propagation de cette maladie. Ces informations et bien d'autres, ce sera dans la suite de ce programme. Mais pour commencer, voici l'actualité. Coup d'œil sur l'actualité. Et l'actualité santé, c'est avec Firmin Koyaweda. Bonjour Firmin. Bonjour Mohamedou. Commençons par l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo. Quel est le bilan de la situation sur le terrain? Au 22 août, la situation épidémiologique est de 103 cas enregistrés, dont 76 confirmés par des tests en laboratoire sur des prélèvements. Pour ce qui est des décès, le ministère congolais de la Santé fait état de 61 morts, dont 34 parmi les cas confirmés. Signalons aussi que les activités de vaccination se poursuivent sur les 3 sites de Mabalako, Beni et Mandjima. Depuis le début de la vaccination, le 8 août 2018, 2179 personnes ont été vaccinées et plus de 7000 doses de vaccins ont été acheminées sur place. Enfin, on a désormais une idée du budget de la riposte qui s'élève à 43 millions de dollars. Un budget adopté lors d'un conseil des ministres extraordinaire sur l'épidémie d'Ebola. Un conseil des ministres présidé, Mohamedou, par le président Joseph Kabila. Et 5 médicaments expérimentaux sont désormais autorisés et seront utilisés pour la première fois. Effectivement, Mohamedou, selon le ministère de la Santé, le comité éthique a approuvé l'utilisation de 4 molécules thérapeutiques expérimentales supplémentaires. Ces nouvelles molécules viennent s'ajouter à une 5e, le MAB 114, utilisé depuis le 11 août 2018. Le MAB 114 a déjà été administré à 10 patients qui connaissent une évolution positive selon les autorités congolaises. Comme tu le disais, Mohamedou, c'est la première fois que l'on utilise cette thérapie. Aucun traitement sûr n'est disponible à ce jour. Jusqu'ici, les médecins se contentaient de réhydrater les patients et traiter les symptômes pour améliorer leurs chances de survie. Il faut enfin signaler que le MAP 114 est l'œuvre d'un chercheur congolais, le professeur Jean-Jacques Mouyembe. Tout à fait, Mohamedou. Le professeur Mouyembe est actuellement le directeur de l'Institut national de la recherche biomédicale de Kinshasa. Il faisait partie de l'équipe de recherche qui a découvert le virus Ebola en 1976. Le MAB 114 qu'il a inventé découle des recherches faites sur le sérum d'un survivant de l'épidémie d'Ebola à Kikwit en 1995. Le professeur Mouyembe est une fierté congolaise, une fierté africaine déjà connue dans la communauté scientifique. En 2015, il a remporté le prix Christophe Mérieux de l'Institut de France, Grand Prix de Fondation. Il est la preuve que l'Afrique a beaucoup à apporter dans la recherche au niveau mondial. Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique. Rendons-nous maintenant à Haïti. Là-bas, les autorités s'inquiètent de la baisse du nombre d'enfants vaccinés, une baisse révélée par une enquête sanitaire publiée le 21 août dernier. Oui, Mohamedou, selon l'enquête mortalité, morbidité et utilisation des services réalisés par les autorités haïtiennes, seuls 41% des enfants de moins de 2 ans ont reçu tous les vaccins de base contre 45% il y a 5 ans. Moins de la moitié des enfants du pays sont ainsi vaccinés contre la polio, la diphtérie, le tétanos, la coqueluche et l'hépatite B. Cette enquête sanitaire met en surface les difficultés d'Haïti à atteindre les objectifs de développement durable à l'horizon 2030, qui inclut notamment une éradication de la faim,
l'universalisation de la santé ou un accès garanti à l'eau propre. Est-ce qu'on sait, Firmin, les raisons qui expliquent cette baisse du nombre d'enfants vaccinés? Cela est dû à plusieurs facteurs, Mohamedou. L'accès aux centres de santé est notamment un peu difficile pour les familles, a reconnu Marie-Greta Roy-Clément, ministre de la Santé publique, alors que les vaccins sont disponibles gratuitement dans ces centres. Cette situation n'est pas unique à Haïti. À l'échelle mondiale, 12,9 millions de nourrissons, soit 1 sur 10, n'ont été vaccinés contre aucune maladie en 2016, selon les estimations de l'OMS et de l'UNICEF. Cela signifie surtout que ces nourrissons n'ont pas reçu la première dose du vaccin antidiphtérique, antitétanique, anticoquelucheux et sont ainsi exposés à ces maladies potentiellement mortelles. Merci Firmin pour toutes ces nouvelles. Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine. Comme nous vous l'avons annoncé au début de ce programme, cette semaine, nous parlons du choléra. Le choléra est une maladie endémique dans plusieurs provinces de la République démocratique du Congo. Parmi ces provinces, il y a le Sankuru, où plus de 200 cas de choléra ont déjà été recensés depuis le début d'une épidémie. On dénombre déjà une trentaine de morts dans la zone de santé de Losambo, chef-lieu de la province. Pour comprendre ce qui se passe concrètement sur le terrain, nous avons joint le docteur Willy Kitinda. Il est le chef de la zone de santé de Losambo. L'épidémie sévit dans la zone de santé de Losambo, chef-lieu de la province du Sankuru, depuis le 24 juillet 2017. Et les cas augmentent de jour en jour et nous comptons à ce jour, c'est-à-dire jusqu'à la 33e semaine épidémiologique, 208 cas, dont 30 décès dans la zone de santé. Qu'est-ce qui explique qu'il y ait une flambée en ce moment de l'année? Est-ce qu'on peut savoir ce qui se passe exactement? Pourquoi il y a autant de cas et pourquoi il y a autant de morts? Oui, cette flambée est due aux mauvaises conditions environnementales dans lesquelles vit la population par une consommation d'une mauvaise eau des rivières et mauvaise gestion des matières fécales par la non-utilisation de la crème hygiénique et surtout par sa situation géographique. La zone de santé est riveraine et les échanges commerciaux avec les zones voisines touchées par l'épidémie de choléra telles que la zone de santé de Dibélé en aval et dans la ville de Moujimaï en amont de la rivière Sankuru ont favorisé cette flambée des cas. Comment est-ce que les autorités sanitaires réagissent d'abord à cette épidémie? Comment est-ce que vous gérez ce cas-là sur le terrain? Et est-ce que vous avez des soutiens des ONG nationales et internationales? Comment ça se passe, la gestion de cette épidémie? Oui, les autorités ont réagi positivement et activement en prépositionnant un kit avant même la déclaration de l'épidémie et jusqu'à l'arrivée en urgence de l'équipe de l'ONG ADRA pour la riposte dans la zone de santé de Losambo. Est-ce qu'il y a un dispositif spécial pour accueillir les malades ou alors le dispositif reste le même? Les malades vont juste dans les hôpitaux, ils sont reçus comme d'habitude? Oui, jusque-là, les dispositifs sont en train d'être préparés. Donc, il y a une construction d'une unité de traitement de choléra qui est d'abord en cours, plus un centre qui est aussi en cours de construction au niveau de l'hôpital général de référence. Même en attendant l'achèvement de ces centres et unités, les malades sont en train d'être isolés dans un pavillon en attendant l'achèvement des travaux. Comment est-ce que vous traitez les malades? Comment ça se passe, le suivi et le traitement des malades? Qu'est-ce qu'ils prennent et qu'est-ce que vous recommandez? Ça dépend dans le tableau dans lequel le malade se présente. Oui. Et si c'est au plan A, on donne les sels à hydratation orale. Et au plan B, C, on essaie de donner les sérums, les rivières lactates pour essayer de remonter rapidement l'état général du patient. Et après l'avoir remonté, on soumet les malades au sérum de réhydratation orale. Quel message pouvez-vous passer aux populations pour que la chaîne de transmission de la maladie soit brisée, pour que la maladie ne se propage plus rapidement? Et pour ceux qui ne sont pas encore malades, comment éviter d'attraper le choléra? Oui, pour la réduction de la propagation de cette épidémie, la population doit être vigilante au respect strict des principes d'hygiène en utilisant les pratiques clés de lavage des mains et en consommant les aliments chauds et une eau bouillie et éviter la manipulation des cadavres dus au choléra. Parce que des coutumes chez nous,
Et il y a une certaine solidarité quand un malade meurt du choléra. Voilà la population qui veut s'approcher de ce cadavre-là. Or, c'est un cadavre qui est déjà contaminé et ce cadavre doit être enterré avec les conditions spéciales qui sont prévues par les normes de la gestion de cette épidémie de choléra. Alors, lavage de mains, éviter de manipuler les cadavres, les personnes qui sont décédées de choléra. Est-ce qu'il y a d'autres mesures pratiques par rapport précisément à l'eau? Parce que il est difficile parfois d'avoir de l'eau. Qu'est-ce que vous pouvez recommander aux populations qui n'ont pas toujours accès à l'eau potable? Oui, aux populations qui n'ont pas accès à l'eau potable, ils doivent d'abord bouillir cette eau avant de la consommer. On la bouillit en utilisant nos bois morts. On chauffe cette eau, on la bouillit. Après, dès que ça diminue un peu la température, déjà un peu frais, on peut facilement la consommer. Alors, vous qui êtes chef de zone de santé de Lusambo, quels sont les besoins actuels? Vous attendez quoi du gouvernement central et qu'est-ce que les ONG internationales comme l'OMS et autres pourraient vous apporter pour aider à maîtriser davantage la situation et à combattre durablement cette épidémie? D'abord, il faut que la population ait accès à une eau potable et équiper l'équipe cadre et le bureau central à moyen de transport pour le renforcement de la surveillance épidémiologique à tous les niveaux et la dotation des structures sanitaires en intrants et petits matériels pour essayer un peu de faire face à cette épidémie et l'appui dans la sensibilisation et communication pour les changements de comportement. Quand vous parlez d'intrants, vous faites allusion à quoi exactement? On fait allusion aux médicaments. Les médicaments donc pour traiter le choléra. Et puis, s'il y a des partenaires qui souhaitent venir en aide, est-ce que vous êtes en contact avec des partenaires comme Médecins sans frontières, comme l'OMS? Est-ce que sur le terrain, ces ONG-là, ces partenaires, est-ce que vous ressentez leur implication ou alors est-ce que vous les invitez tout simplement à venir vous appuyer dans la lutte? Oui, nous avons senti l'implication de MSF qui était venu dans l'évaluation rapide et c'est le MSF qui aurait même prélevé l'échantillon pour l'envoyer au laboratoire national afin de confirmer l'épidémie. Et depuis leur évaluation rapide, nous avons vu la ADRA qui est arrivée aussi pour riposter contre cette épidémie. C'était donc le docteur Willy Kidinda, chef de la zone de santé de Losambo. Parlons à présent des causes, des symptômes et des mesures de prévention du choléra. C'est avec le docteur Jacques Kitenge Ngoy. Il est médecin aux cliniques universitaires de Lubumbashi en RDC. Il est au micro de notre correspondante Gabrielle Nina. Le choléra, c'est une maladie diarrhéique. Elle touche les tubes digestifs. Il faut évidemment ne pas confondre ça avec les autres maladies diarrhéiques. Ces symptômes qui les différencient d'autres maladies diarrhéiques, c'est qu'elles génèrent une déshydratation très grande. Mais il faut savoir que le plus gros des problèmes par rapport au choléra, c'est la déshydratation, c'est ça. Diarrhée plus déshydratation, voilà les maîtres symptômes du choléra. Quelles sont les causes majeures du choléra et sa propagation? Comme on a l'habitude de dire, c'est une maladie des mains sales. C'est les mains qui apportent la nourriture à la bouche. Les mains, on les met à la bouche, on apporte la nourriture avec nos mains à la bouche. Et le choléra est une maladie des mains sales. Son moyen de propagation, c'est les aliments non suffisamment cuits ou les aliments crus ou les mains qui touchent des aliments qui peuvent être propres, mais les mains, elles sont souillées. Comment on se contamine? C'est par les excréments. Comme je disais, les aliments pas bien préparés. Toutes ces choses font qu'on peut véritablement se contaminer avec le choléra. Les latrines, les toilettes sans couvercle, par exemple les WC turcs qui ne sont pas couverts, c'est une source de contamination. Les excréments de quelqu'un qui a ces excréments, vous les piétinez ou vous les touchez. De là où vous les piétinez, vous pouvez marcher avec ça dans un endroit où vous ne voyez pas de visu les excréments. Mais en marchant, vous piétinez les excréments. Quelqu'un peut toucher l'endroit où vous avez marché avec les excréments. Quelqu'un peut toucher une nourriture qui est vendue à même le sol. Tout cela, ce sont des moyens de contagion. C'est une maladie contagieuse par le fait qu'elle peut se propager d'une personne à une autre. Comment éviter le choléra et comment faire lorsqu'on vit dans l'entourage d'une personne victime du choléra? Le choléra s'évite par des moyens les plus simples. On peut éviter la propagation de cette épidémie en utilisant les moyens les plus simples qui soient. Commençons par l'hygiène personnelle. L'hygiène personnelle, c'est se laver les mains. Tout simplement, laver les mains.
laver la nourriture qu'on achète. Vous voyez maintenant les mamans qui se promènent avec les mangues, c'est succulent, n'est-ce pas? Les mangues qu'on pèle pour vous, qu'on met dans un sachet, on met un peu de sel, on mélange tout ça, vous mangez, c'est succulent. Mais le problème, c'est que la maman qui fait pour vous ces mangues, c'est elle laver les mains. Vous quittez les toilettes pour ne pas contaminer les autres ou se contaminer, vous quittez les toilettes, vous allez aux grands besoins, vous finissez, vous lavez les mains. Quand vous avez lavé les mains, vous êtes sujet à ne pas contaminer les autres. Ça, c'est par rapport à l'hygiène corporelle personnelle. Mais maintenant, par rapport à la communauté, il y a aussi des choses que nous pouvons faire sur nous-mêmes et sur la communauté. Sur la communauté, c'est quoi? Le choléra, c'est pas une maladie. Tu dis, bon, moi, je me mets chez moi, je sécurise chez moi. Non, c'est une maladie qui est dans la communauté. Il faut que nous fassions tous l'effort de la propreté. Les gens ont des fosses septiques, mal entretenus. Ils les laissent ouverts, à découvert. C'est un moyen de propagation. Ça veut dire que nous devons avoir un effort dans la communauté pour éviter la propagation de la maladie. Ça veut dire la propreté collective. Et j'ai cité d'autres choses, c'est-à-dire tout le monde, nous devons avoir l'habitude de laver les mains. Tout le monde devons avoir l'habitude d'entretenir nos latrines. Ce n'est pas beaucoup de choses que de prendre parfois le cendre du charbon. On peut utiliser les cendres du charbon pour neutraliser les microbes dans les toilettes. Mettre du javel dans les toilettes, c'est des choses simples pour éviter la propagation de cette maladie. Mais quand il y a une personne dans la communauté que vous avez identifiée comme faisant le choléra, qu'est-ce que vous faites? Il faut vite mettre la personne sous réhydratation. C'est-à-dire, il faut la réhydrater. Ce n'est pas une maladie bactérienne qui nécessitera forcément des antibiotiques, mais la réhydratation, c'est ça le problème du choléra. Plus vous tardez en réhydratation, la personne va se vider de son liquide dans le corps et donc va tomber en choc et peut mourir. Et ce qui tue les gens pour le choléra, c'est ça. Et donc, si vous avez quelqu'un dans l'environnement, manipulez cette personne pour l'amener à l'hôpital, pour faire tout ce que vous allez faire, manipulez cette personne en prenant soin de vous protéger. Ça veut dire, si vous avez touché cette personne pour l'amener à l'hôpital, ne mangez pas comme ça. Arrivez à la maison, lavez vos habits et nettoyez les mains, lavez-vous vous-même avant de commencer soit à toucher d'autres personnes ou à parler avec d'autres personnes parce que ce simple geste suffira. Pourquoi les cas de choléra ont toujours été signalés d'une manière drastique pendant la saison des pluies? Y a-t-il des liens entre la saison des pluies et les choléra? Vous savez que dans la saison des pluies, nous avons des inondations. Nous avons les eaux de pluie qui charrient toutes sortes de maladies. D'ailleurs, vous savez que pendant la saison de pluie, il y a recrudescence de plusieurs maladies, notamment les paludismes, toutes les maladies diarrhéiques sont fortes en saison de pluie parce que la saison de pluie vient avec son lot de problèmes. Et notamment dans le cas du choléra, la saison de pluie, il y a des eaux qui coulent, les eaux charrient les saletés de n'importe où. Et vous savez par exemple que dans certains coins où il y a une forte agglomération où l'urbanisation et la construction, nous la faisons à notre manière. Tu sais, chacun fait ce qu'il peut. On ne sait pas qui a construit quelle fosse, de quelle manière. Et parfois, les gens n'entretiennent pas les fosses. Ce qui fait que la saison de pluie, quand elle vient, les eaux de pluie charrient toutes ces saletés. Parfois, vous savez qu'il y a des gens qui ouvrent leurs fosses pendant la pluie. Ils ouvrent leurs fosses directement dans un canal, ainsi de suite. Comment soigne-t-on le choléra, docteur? Réhydratation, ça veut dire donner suffisamment de liquide. Voilà pourquoi quelqu'un qui fait le choléra, on l'amène vite dans un centre hospitalier, on commence à donner le liquide. Dans le cas du choléra, on n'arrêtera pas la diarrhée. On ne viendra pas donner un médicament pour arrêter la diarrhée. On dit non, mais c'est quoi y a un médicament là qui coupe la diarrhée. Non, justement la personne sort ces microbes et vous la réhydratez. Voilà le traitement du choléra. Il se résume en une seule chose, c'est la réhydratation. Il y a toujours des cas de décès qui sont enregistrés dans différents centres de santé. Est-ce que c'est par insuffisance des produits médicaux pour traiter efficacement le choléra ou le retard causé par la victime dans la prise en charge? Il y a 3 retards qu'il faut considérer. Le retard du déplacement du malade vers la structure, ça c'est un. Le malade peut habiter à un endroit où il traîne, on ne sait pas, on dit bon, on n'y dirait pas qu'à ville, on commence même à donner des petits médicaments. Il aura du retard pour atteindre une structure. 2, retard dans le diagnostic, c'est le malade peut être emballé dans plusieurs structures avant d'arriver à l'endroit où on peut le prendre en charge. Et 3, le retard dans la prise en charge elle-même, on peut avoir diagnostiqué, mais si on n'a pas les intrants suffisants pour réhydrater suffisamment la malade, donc à chaque niveau de retard, il y a une conséquence. Ça, c'est l'échec en rapport avec les décès que nous pouvons arrêter par rapport au choléra. Mais quand on dit l'échec du choléra par rapport au fait qu'il revient, là, l'explication que je voulais donner tout à l'heure, c'est en rapport avec le fait que l'insalubrité n'est pas partie. L'insalubrité continue à vivre avec nous. Et l'insalubrité, parfois nous avons l'habitude de considérer que c'est l'affaire du gouvernement, mais c'est l'affaire non seulement du gouvernement par rapport à ses missions, mais l'affaire de chacun d'entre nous. Le gouvernement ne torchonnera pas notre toilette ou ne mettra pas des désinfectants dans notre toilette. Nous remercions le docteur Jacques Kitengengoy. Il est médecin aux cliniques universitaires de Lubumbashi en RDC. Il était au micro de notre correspondante Gabrielle Nina. Quelqu'un l'a vécu?
Voici son témoignage. Comme tu le disais, Rosine, la RDC est l'un des pays endémiques au choléra. En 2017, par exemple, 23 des 26 provinces du pays étaient touchées par la maladie. En fait, il y a 18 zones de santé qui sont des sanctuaires du choléra. Pour en savoir davantage, notre correspondante à Kinshasa, Béro Matanda, a rencontré le professeur Didier Bompangue. Il est le coordonnateur du programme national d'élimination du choléra et de lutte contre les maladies diarrhéiques au ministère congolais de la Santé. Dans les régions des Grands Lacs de notre pays où on a un environnement qui est propice au développement durable de la bactérie dans ces eaux, qui ont un pH basique. Dans ces eaux, le choléra est devenu ce qu'on appelle endémique. C'est-à-dire que régulièrement, chaque année, on a des cas de choléra dans des zones de santé qui sont au bord des lacs. Donc on en a aujourd'hui, d'après notre nouvelle cartographie, 18 zones de santé qui sont considérées comme des régions sanctuaires du choléra. C'est-à-dire des zones où les choléra constituent comme des racines de la maladie. Donc dans ces zones, la répétition des épidémies et leur succession maintiennent le choléra dans notre pays, et à la faveur de plusieurs facteurs comme les mouvements de population, la périodicité des saisons des pluies et également toutes les activités de commerce. Ces cas partent de ces 28 zones et diffusent à l'échelle du pays et contaminant certaines zones qui sont éloignées. Et cette succession de départ des zones lacustres, extension vers les grandes villes et retour à nouveau fait que depuis 1994, les épidémies de choléra se succèdent dans notre pays. Donc voilà un peu la raison. C'est la présence des zones sanctuaires à l'est et leur déplacement de ces épidémies vers les régions non endémiques. C'était le professeur Didier Bompangue, coordonnateur du programme national d'élimination du choléra et de lutte contre les maladies diarrhéiques au ministère congolais de la Santé. Le ministère de la Santé, qui n'est pas le seul dans ce combat. Parmi les acteurs impliqués dans la lutte figure l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, apporte un appui multiforme aux autorités congolaises pour mettre un terme au choléra. Voici les précisions du docteur Roger Yao. Il est chargé des opérations d'urgence à l'OMS. Nous allons supporter le ministère de la Santé en déployant des experts qu'on appelle des épidémiologistes qui pourront conseiller les différentes provinces à un plan de réponse beaucoup plus vigoureux. L'épidémie sévit depuis plusieurs années et maintenant, pour pouvoir arrêter cette flambée, il faut monter un peu en puissance en termes de structure pour la prise en charge, en termes de sensibilisation de la population et l'implication de partenaires qui interviennent notamment dans l'eau et l'assainissement pour pouvoir apporter un soutien aux communautés avec parfois des points de chloration ou des mécanismes d'approvisionnement temporaire en eau pour éviter la transmission et réduire la propension à avoir une épidémie beaucoup plus grande. Nous déplorons les décès qu'il y a liés à cette épidémie, des décès qui peuvent être prévenus en renforçant les structures de prise en charge, en renforçant la détection précoce et en sensibilisant les populations à se protéger, mais aussi à reconnaître la maladie et à se référer aux structures de santé les plus proches. Est-ce que l'OMS envisage des projets à long terme pour combattre durablement, parce que vous parlez là des réponses que vous apportez à chaque épidémie, mais est-ce qu'il y a des réponses de long terme, des projets prévus pour les prochaines années pour permettre de juguler ou sinon d'éliminer tout simplement le choléra dans le pays? Oui. Il y a un programme national d'élimination du choléra auquel l'OMS a apporté son appui et nous travaillons dans ce sens-là. Ce projet nécessite un investissement important et donc il y a des aspects à court terme et des aspects plus long terme. À plus long terme, ce sont des aspects de développement, de restauration de systèmes d'approvisionnement en eau dans la plupart des communes. Donc ce sont des investissements lourds qui viendraient de l'État et de certains bailleurs de fonds. Mais en attendant, ce que nous renforçons, nous, en tant que l'OMS, c'est le système de surveillance pour qu'on puisse détecter rapidement les pics.
L'autre chose aussi, c'est faire une analyse pour qu'on puisse détecter la saisonnalité, pour qu'on puisse savoir à quel moment on peut s'attendre à des pics de choléra et qu'on puisse travailler en amont avec les partenaires qui travaillent dans l'eau et l'assainissement. On pense qu'en sensibilisant les communautés à des mesures de précaution simples comme traiter l'eau au chlore ou de l'eau de javel ou faire bouillir l'eau peut permettre énormément de réduire les cas. Donc comment permettre de déterminer ces périodes qui précèdent les pics pour pouvoir agir intensément avec l'implication des communautés et d'autres partenaires. Donc ce sont sur ces points-là que nous travaillons, des actions à court terme pour éviter les flambées, mais des actions aussi à long terme. Et parmi les actions à long terme, c'est que les structures de santé puissent avoir, par exemple, une salle d'isolement pour la prise en charge de maladies comme le choléra et même d'autres maladies comme Ebola, avoir des centres d'isolement de façon permanente, ce qui permettra en fait une réponse beaucoup plus rapide en termes de traitement et de soins, parce que l'infrastructure sera de façon permanente. Donc nous travaillons avec les autorités sanitaires sur ces différents points-là, à court terme et à long terme. Nous remercions le Dr Roger Yao, chargé des opérations d'urgence à l'OMS. Questions et commentaires, c'est maintenant. Chers auditeurs, un expert vous répond. Voici le moment, chers auditeurs, où nous vous donnons la parole pour poser vos problèmes de santé. Notre consultant, le docteur Armand Guincap, a répondu à vos questions. Le docteur Guincap est médecin urgentiste et praticien au centre hospitalier universitaire de Soissons, en France. Bonjour docteur, je suis Ornélie Moulamba de Beni, en République démocratique du Congo. Dans nombreuses familles, souvent en Afrique, l'on observe une différence dans la ressemblance des enfants sur le plan physionomique. Tantôt l'enfant ressemble à la maman, tantôt au papa. Qu'est-ce qui est souvent à la base de cette différence? La différence physionomique que l'on observe chez les enfants d'une même famille, d'un même couple, est essentiellement liée au fait que, en dehors des vrais jumeaux, à savoir des jumeaux monozygotes, les enfants, bien qu'étant issus d'une même famille, d'un même père ou d'une même mère, ne reçoivent pas forcément le même patrimoine génétique de leurs parents. Ils auront, de ce fait, du moins ces enfants, auront une physionomie très souvent différente, à savoir une différence dans la couleur des yeux, une différence dans la forme du nez, dans la forme de la bouche, dans la texture des cheveux, bref, une différence dans la constitution de leur visage. Avec toutefois la persistance d'un trait familial que l'on peut bien observer. La transmission du patrimoine génétique à chaque enfant est un fait du hasard et s'inscrit dans une espèce de loterie familiale, une espèce de tirage au sort au sein de la famille. Ça repose essentiellement sur un fait de hasard. Si vous aussi vous avez des questions ou des commentaires, contactez-nous sur la page Facebook de VOA Afrique. Nous vous informons également qu'il existe une version télé de ce programme. Elle est diffusée tous les mercredis sur la page Facebook de VOA Afrique et sur nos télévisions partenaires. Et c'est ici que prend fin votre santé, votre avenir. Cette édition était consacrée au choléra, une maladie endémique en République démocratique du Congo. Nous avons fait le point de la situation épidémiologique dans la province du Sankourou avec le docteur Willy Kindinda, chef de la zone de santé de Losambo, le chef-lieu de la dite province. Nous avons aussi parlé des causes, des symptômes et des mesures de prévention du choléra avec le docteur Jacques Kitenge, médecin aux cliniques universitaires de Lumumbashi. Enfin, nous avons évoqué les actions menées par le ministère congolais de la Santé et ses partenaires pour combattre la maladie. C'était avec le professeur Didier Bopangé, coordonnateur du programme national d'élimination du choléra au ministère de la Santé. Le docteur Roger Yao, chargé des opérations d'urgence à l'OMS, était aussi l'un de nos invités. Nous leur disons merci d'avoir participé à cette émission. Disons également merci à Firmin Koyaweda qui était là avec nous pour vous présenter les événements qui font l'actualité santé.
Merci à nos différents correspondants en RDC, Gabriel Nina à Lubumbashi, Bero Matanda à Kinshasa et Erikas Mouissi à Beni qui ont aidé à la préparation de cette édition. Une édition réalisée avec le concours de Cheikh Thiero et de Carl Starling qui était à la console. À la présentation, vous étiez avec Rosine Munezero et j'étais en compagnie de Mamadou Oumfa. Continuez à écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir. À très bientôt. C'était Votre santé, votre avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voaafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.